Ça, c'est un ouvrage d'Edwige. Un ouvrage d'église? Oui. C'est une copie alors? Pardon? C'est une copie? Non, c'est elle qui l'a fait. Parce Ah, d'Edwige, pardon. Quand elle était jeune, elle a fait un voyage en Inde et elle a ramené des marionnettes. Et avec ces marionnettes, elle a bâti un scénario. Ah oui. Et donc le scénario, c'est quoi? Ah ben, comme le Père Abbé, à vous de faire votre interprétation. Ah, c'est beau. Bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécauses pour un petit peu alimenter ce tome 2 des Bécauses par rapport à cette crise Covid et après toutes ces vies brisées qui ont été racontées dans le tome 1. Eh bien le tome 2, il s'attachera à savoir que sont devenus tous ces Bécauses. Et vous savez, cette crise sanitaire, Covid, c'est une crise d'opportunité absolument incroyable. On rencontre des gens, alors des militants, mais des militants qui vont aller dans les manifs, mais aussi des militants qui ont milité toute leur vie, alors pas forcément dans des actions médiatiques, etc., mais des actions de l'art, Et bonjour Alain. Alors Alain, c'est une vraie joie de vous voir aujourd'hui, et puis avec Edwige, votre épouse, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie. On a eu la chance hier soir que vous nous montriez des photos, mais des photos de quoi exactement? De ce qu'on a fait toute notre vie, des vitraux. Des vitraux. Des vitraux, oui. Je suis assez discret dans mon métier et sur moi-même, parce que j'ai compris très vite, grâce à René Guénon, ça me revient, ce que c'était que l'anonymat des bâtisseurs. Et je me suis dit que si l'Éternel m'a choisi pour être un de ses ouvriers, je dois lui rendre hommage en toute humilité. Alors c'est intéressant parce que j'ai cru comprendre que justement vous ne signez jamais vos œuvres. Les 3 premières sans doute parce que j'étais trop content. Et justement parce que... À cause de ça, oui. Oui. Et puis parce que... L'anonymat. Edwige disait qui a été votre élève puis votre épouse depuis plein d'années et qui a travaillé pendant des dizaines d'années à ce sport, oui. On peut dire, oui, parce qu'il fallait monter les échelles. On a fait tous ces vitraux, on les a fait à 80, ça c'est vrai. Et donc elle disait que finalement, elle n'était que pas dire le pinceau, mais l'ouvrière de quelque chose qui lui disait fais ça, et que dans ce cas-là, il ne fallait pas forcément mettre son nom. Et donc c'était une explication de cet anonymat pour lequel on ne voit jamais donc votre signature au bas des vitraux. Oui, les maîtres verriers, on les connaît pratiquement que depuis le XVIe siècle. On a sur des vitraux anciens, on a quelques initiales, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Il y en a un des premiers dont j'ai connu la signature, c'est Engrand le Prince. Il a mis son nom dans la manche d'un personnage. Je crois que c'est à l'église Saint-Pierre à Beauvais, un arbre de Gessé. C'est un des plus beaux c'est peut-être le plus beau vitrail que j'aime le plus. L'arbre de Gessé d'Engrand le Prince. Allez-y un jour. Alors, on ira, bien sûr, et puis si vous nous permettez, peut-être qu'on mettra un petit peu deux, trois photos que nous avez montrées hier soir. Et il y en a une qui est intéressante parce que vous avez fait l'Apocalypse et la Genèse, sauf que l'Apocalypse, vous l'avez fait avant la Genèse. C'est dans quelle église, ça? C'est la cathédrale de Clermont. Clermont-Ferrand, oui. Oui. Et pourquoi avoir fait la... c'est la demande express du chanoine Ferrandon. Non, pas Ferrandon, de chanoine Craplet. L'archiprêtre de la cathédrale et directeur de la commission d'art sacré du diocèse. C'est un homme que j'estimais beaucoup. Alors il voulait ce vitrail. Il a choisi tous les thèmes, panneau par panneau. C'est ça qu'il me faut. Je veux les 4 cavaliers de l'Apocalypse, etc. C'est parfait. Il suffit d'ouvrir la Bible et le scénario est complet. Il n'y a qu'à suivre.
Alors, je crois qu'il y a une autre église un peu qui est assez connue, c'est la Chaise-Dieu. À la Chaise-Dieu, ça c'est autre chose. Que je me rappelle plus. La Chaise-Dieu, c'est cette église où je crois qu'il y a un écho absolument formidable. Ah oui, mais c'était pas dans l'église de la Chaise-Dieu. Dans le cloître, peut-être? Une chapelle capitulaire, je sais plus comment on l'appelle. Il y avait quatre ou cinq fenêtres. Je m'en souviens plus très bien. Ce que je me souviens, c'est qu'on a gelé. Ah On bon? les a posés au mois de mai et l'huile de soudure figeait dans la gamelle dans laquelle on l'avait versée. C'est ça, parce que c'est un vrai travail artistique, parce que finalement, il y a du plomb, et puis de l'étain, je crois, pour fixer le plomb. Toutes les jonctions de plomb sont soudées à l'étain, oui. Oui, oui. Bon, ça n'a pas bougé. Depuis le Moyen-Âge, on n'a pas changé, sauf que le fer à souder est électrique. C'est l'unique progrès. Et qu'est-ce qui vous a amené à cet art un peu original quand même, de faire des vitraux? Ben, j'en ai eu l'envie très très tôt. Déjà, quand j'étais aux Arts Déco à Paris, rue d'Ulm, dès la deuxième année, j'avais transformé ma chambre de la cité universitaire en atelier de verrier. Et j'avais déjà des clients. Vous savez, J'y suis allé au culot, hein. Ouais. Entrer de force dans une corporation qui n'a absolument pas besoin de vous, c'était pas facile. D'ailleurs, j'ai toujours été relativement solitaire vis-à-vis de mes confrères, qui ne me connaissaient pas beaucoup. Puis je crois qu'ils me prenaient un peu pour un cinglé, mais ça c'est normal. Alors, hier soir, nous avons eu le plaisir de regarder quelques photos de magnifiques, très grandes photos des vitraux. J'ai l'impression que à chaque fois que vous faites des vitraux, pourtant parfois dans une maison religieuse, il y a toujours un petit truc un peu bizarre, un peu d'humour, un peu... Rappelez-nous, cette histoire de bonnet, par exemple. Tout simplement parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux, on ne peut pas prendre à la lettre un récit symbolique. Donc si on y ajoute, c'est plus fort que soi, c'est qu'on a envie de faire une blague. Mais cette blague, il n'y a que vous qui la connaissez, parce qu'avant de la comprendre au travers en fin de compte, oui, ça n'a aucune importance. Hein. Et ce qui était drôle, c'est que vous nous disiez que les explications qui est dans le petit livret, je crois, de l'église, vous m'aviez montré un petit livret hier, d'une certaine église, l'interprétation qu'en avait fait le père Abbé, ah oui. Le journaliste n'était pas du tout ce que vous vouliez. Pas du tout, et parfaitement, il en avait parfaitement le droit. Parce que oui, c'est le grand vitrail de l'axe du chœur de l'église abbatiale de l'abbaye de Trior. On a fait les 22 fenêtres de l'abbaye, on a mis un temps fou pour en venir à bout. Dans la Drôme, hein? Dans la Drôme, à côté de Romans-sur-Isère. Et dès que le vitrail a été posé, le père Abbé a tout de suite fait faire une petite plaquette. Ils ne perdent pas leur temps. Ils sont commerçants. Le soir même, elle était en vente. Et donc, à chaque fois, vous mettez votre petite marque personnelle. Pas toujours. C'est quoi l'histoire des petits bonnets? Vous nous avez montré un vitrail, vous avez rajouté des petits bonnets, parce que je crois que la personne s'appelait Bonnet. Oui. C'était un père mariste, le père Bonnet, qui a été mon professeur de français à Rion. Et en classe de première, il nous avait décortiqué, qu'il avait écrit au tableau, je crois bien, un petit poème d'un auteur anonyme, d'un poète médiéval, qui est extrêmement joli. Il nous avait bien expliqué la construction et le rythme, le bel emplacement des césures et des rimes. Il nous a dit ça, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a 8 vers, je le sais encore par cœur. Et je l'ai écrit dans un vitrail où il y a une vierge au rosier. Et j'ai écrit ce petit poème, mais comme il n'est pas de moi, j'ai mis 2 petits bonnets de coton en dessous. C'est le père Bonnet. Donc, personne ne saura une chose pareille, ça n'a aucune importance. Si dans 100 ans, les gens disent « qu'est-ce que c'est que ce machin-là ?» on s'en fout. Hein. C'était quoi ce petit poème, vous vous en rappelez?
le rosier du jardin flétri, quand le vent d'austère le moleste. Mais votre rosaire céleste, malgré tout vent, toujours fleurit. C'est extrêmement délicat. Alors, Et ça, ouais. dans mes prières du soir, je l'inclus régulièrement. Et vous nous dites que vous n'avez plus aucune mémoire. Vous nous avez dit hier ou avant-hier quelque chose d'incroyable, c'est que finalement, ne plus avoir de mémoire, c'est pas si mal que ça. C'était quoi vos mots à vous pour dire ça? C'est très reposant. C'est très reposant. Oui, oui, c'est très reposant. Parce qu'une page est tournée, je coupe des bouts de verre pendant 57 ans. C'est pour ça que j'ai les mains douloureuses et que je peux plus. Je me suis cassé les reins à traîner des échafaudages, à grimper aux échelles. Je n'ai aucun regret. J'ai rempli mon office. C'est une expression que j'aime bien. Remplir son office. Et après, on plie bagage. Le grand bonheur, quand un vitrail est fini, c'était le balayer au pied de l'échafaudage. Hein? Et après une histoire se tourne et on passe au suivant. C'est fini. Ah oui. Et ça, et pour quelle raison? Où est-ce que j'ai appris ça? Ah oui, j'avais lu un livre, je vais écorcher le nom de l'auteur, Evdonikov, je crois, qui s'appelle L'art de l'icône. Et il expliquait que les peintres d'icônes russes ou byzantins, quand ils avaient fini un ouvrage, ils pratiquaient le jeûne des yeux. Ah, je dis ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'avant de se remettre à un nouveau travail, il faut d'abord faire un nettoyage et de son regard et un nettoyage intérieur. Donc, il faut jouer sur l'oubli pour recommencer à être propre, pour recommencer quelque chose avec les mains neuves et lavées et les yeux calmes et reposés. Et on se remet au travail. Ça, c'est intéressant. Le jeûne des yeux. Le jeûne des yeux. Ça, c'est une belle expression. Hein. Ah, c'est magnifique, parce qu'en fait, on est ici quand même dans un lieu de résistance. Et est-ce qu'on pourrait appliquer ce jeûne des yeux à nous tous qui sommes un petit peu, qui nous posons des questions sur ce qui se passe depuis 4 ans? Si on jeûnait tous ensemble, est-ce qu'on serait peut-être plus positif? Comment on serait si on jeûnait un peu de nos yeux? Repartir à l'attaque avec l'esprit reposé. Oui. Reprendre des forces. Reprendre des forces. Alors Alain, vous avez une femme absolument incroyable vous êtes dès qu'on aborde ce sujet des vitraux, mais on en a pour 2 heures, quoi. Ah, je je suis d'ailleurs sais. couché très tard hier soir, mais c'est plus qu'une passion. On a l'impression que vous avez été fait pour ça, peut-être pour construire l'histoire. Écoutez, je crois qu'Edwige est un cadeau des dieux. Je vis avec une fée. Je vis avec une fée. Vous l'oubliez pas, celle-là, hein? Non, c'est pas possible. Bon, Alain, vous avez en plus un sourire magnifique. Edwige a un sourire magnifique. Vous êtes tous les deux des fées de la nature, que la nature a fait. Vous voyez ces bécauses, merci Alain, hein, vous voyez ces bécauses en toute humilité. On voit des gens qu'on aurait croisés dans la rue sans prendre garde. Et puis voilà, cette crise a fait que nous avons pu passer quelques moments très chaleureux, très sympathiques avec Edwige et Alain. Et voilà, et puis Et réciproquement avec vous. Oui, merci. et voilà, donc la suite au prochain Bécause. Au revoir Alain. Au revoir. Et au revoir Edwige qui nous regarde. Au revoir. Ah, voici le texte de Le rosier du jardin fleuri, flétri, quand le vent d'austère le moleste. Mais votre rosaire céleste, malgré tout vent, toujours fleurit. C'est beau. C'est magnifique. Donc ça, c'est... Vous vous rappelez à chaque fois
Dans quel endroit c'est situé? C'est à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Cathédrale de Clermont-Ferrand. On a fait 2 fenêtres. La deuxième, je ne sais pas où elle est. Je ne sais même pas si on a une photo de la deuxième.